Et si on apprenait à écouter notre corps comme on écoutait les saisons, parfois légères, parfois orageuses. Nos humeurs changent, nos envies aussi. Derrière tout cela, il y a un rythme, un cycle, invisible, mais attention, puissant. Un langage que notre corps parle depuis toujours, même quand on ne l'écoute pas vraiment. Aujourd'hui, sur l'Arbakuma, on va prendre le temps de comprendre ce rythme, celui du cycle menstruel, ce qui se joue dans notre corps, dans nos têtes et aussi dans nos vies. On en parle ensemble juste après le générique. Bonjour à tous, c'est Djenaba et bienvenue sous l'arbre à Kouma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi intime qu'universel, le cycle menstruel. Un sujet qui concerne des millions de femmes, mais qui reste encore trop souvent entouré de mystères, de tabous et de désinformation. Pour en parler sans détour, j'ai le plaisir de recevoir le docteur De Souza, gynécologue, qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, à reconnaître les signaux qu'il nous envoie et à répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas toujours poser. Bonjour docteur De Souza, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Madame Djenaba, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va super. On peut se tutoyer, hein, je pense que ça va être beaucoup plus simple. D'accord, ça marche, oui. Ok. Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté de me rejoindre sur le podcast et d'essayer, en tout cas, du mieux que peut se faire, de répondre à toutes les questions que moi-même, j'avoue que j'avais. Et je me suis dit que ça allait être intéressant, en fait, de partager ton expérience avec les auditeurs. Et avec plaisir. Super. Donc, on va commencer. Et l'émission va se dérouler en 5 parties, en fait. Donc, on va parler du cycle menstruel, définir ce que c'est de manière pédagogique et puis aussi pour que tout le monde parte sur le même pied de compréhension. Ensuite, on va parler du cycle menstruel, mais par rapport au mental, au quotidien et les impacts sur le corps. Ensuite, on va parler du cycle de la fertilité, du cycle et du couple. Et enfin, le cycle et la société. D'accord. Voilà. Donc, la toute première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est exactement le cycle menstruel? Merci beaucoup pour déjà me permettre de participer à ce podcast et merci aussi pour la considération. C'est avec Alors, plaisir. avant de répondre à la question, je voudrais déjà planter le décor pour qu'on essaie D'accord. de comprendre un certain nombre de choses. Le cycle menstruel, c'est un phénomène physiologique, c'est un phénomène naturel qui fait intervenir un certain nombre d'organes. Le cerveau, dont l'hypothalamus et l'hypophyse, les ovaires de la femme, l'utérus. Donc, ça fait intervenir un axe qu'on appelle l'hypothalamo-hypophyse, l'ovaire et l'utérus. Donc, c'est une coordination entre tous ces éléments qui permet à l'aboutissement des règles. Et c'est quoi un cycle menstruel? Le cycle menstruel, comme je le disais tantôt, c'est un processus physiologique qui prépare le corps d'une femme à une éventuelle grossesse. Il résulte d'un équilibre hormonal qui est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, et qui agit D'accord. sur les ovaires et l'utérus. Ok. En définition simple, le cycle menstruel correspond à la période entre le premier jour des règles et la veille des règles suivantes. Et pourquoi on dit cycle? On dit cycle parce que c'est un phénomène qui se répète chaque mois. D'accord. Je pense que la réponse est très claire, vraiment. Et donc, ben, maintenant qu'on sait ce que c'est le cycle menstruel, je sais qu'on parle de cycle menstruel normal, entre guillemets anormal. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ce que c'est un cycle menstruel normal, combien de temps ça dure, etc. Et pourquoi, en fait, au lieu de parler de cycle menstruel anormal, on devrait dire, en fait, parler du fait que ce cycle menstruel, en fait, varie d'une femme à l'autre. D'accord. Alors, le cycle menstruel, de façon physiologique, est dit normal Mhm. lorsqu'il dure en moyenne 28 jours. D'accord. On peut avoir des variations. Le cycle sera dit court lorsqu'il fait 21 jours et Mhm. long lorsqu'il fait 35 jours, c'est-à-dire 7 jours de moins des 28 et 7 jours de plus des 28. Donc, D'accord. 28 jours, c'est le cycle normal, mais quand c'est OK. 7 jours de moins, il est dit court, 7 jours Mhm. de plus, il est dit long. Quand ça dépasse les 7 jours de plus ou moins, il devient anormal, enduré.
D'accord, je comprends. D'accord? Ça, c'est la durée. OK. Maintenant, en termes de volume de saignement, Mhm, le saignement, lorsque une personne saigne et mhm. change de garniture plus de 4 fois en 24 heures, c'est-à-dire la garniture est complètement mouillée, débordée, et C'est ça ça. tache même son dessous, Mhm, et elle change plus de 4 fois. La limite, c'est 4, 5. À partir de 5, au-delà de 5, ça mhm. devrait commencer par inquiéter la personne. L'autre D'accord. chose, lorsque les cycles menstruels sont accompagnés des signes comme des malaises ou des sensations de vertige, ça devient anormal. C'est dire qu'elle a beaucoup saigné. D'accord, je comprends. Et pourquoi en fait cette durée en fait, elle varie d'une femme à l'autre? Pourquoi par exemple moi, j'ai un cycle qu'on peut considérer court et même très court parce que j'ai des cycles de 20 jours, mais j'ai envie de dire la plupart des femmes autour de en parlant de ma mère elle c'est 28. Et je me souviens que quand la première fois que j'ai eu mes règles, ma mère elle s'est basée sur son cycle à elle. Donc moi pendant longtemps en fait, je ne savais pas que mon cycle pouvait être considéré court. J'étais considérée comme entre guillemets anormale. Mais pourquoi en fait justement de ma mère à moi, deux femmes physiologiquement qui fonctionnent pareil, pourquoi nos durées de règles sont différentes en fait? Ouais, en fait, il y a plusieurs aspects qui peuvent impacter, d'accord, de Mhm. façon positive ou négative sur le cycle menstruel d'une femme. D'accord, Vous pouvez être issu d'un même arbre généalogique et avoir un cycle menstruel différent. d'accord. Entre autres, il y a les facteurs de stress. Ces facteurs de stress entraînent une perturbation au niveau des hormones, au niveau des sécrétions hormonales. Et comme Ok. je le disais au début, que le cycle menstruel fait intervenir le cerveau, les Mhm. ovaires et l'utérus. Donc, tous les facteurs exogènes, comme le stress, qui peuvent altérer le fonctionnement normal du cerveau, ces facteurs vont perturber les sécrétions d'hormones sur lesquelles on va venir certainement plus tard dans les questions. Et du Ok. coup, quand il y a une perturbation des sécrétions hormonales, c'est clair que les ovaires ne seront plus sollicités comme cela se doit. Et l'impact direct sera sur l'utérus. La femme peut saigner plus qu'il ne le faut ou peut avoir un cycle plus long ou un cycle encore plus court. Tu n'es peut-être pas sans savoir qu'il y a des femmes qui, lors d'un examen, ont leur cycle qui apparaît à cause du stress. Quand on Oui, dit, elles savent très bien qu'elles ont une évaluation, mais le jour de la composition, il suffit juste qu'on commence par partager les copies et puis les menstrues viennent en même temps, c'est le facteur de exact, stress. En exact. dépit de cela, il y a d'autres facteurs comme l'alimentation, Mhm. d'accord, la qualité de sommeil, Mhm. d'accord, qui Mhm. peuvent influencer sur le cycle menstruel. Il y a aussi l'activité physique. Mhm. Quelqu'un qui pratique une activité physique très intense, ça va perturber ses sécrétions hormonales et ça va perturber par ricochet son cycle menstruel. Dans le carrefour, en fait, c'est les hormones. Et ces sécrétions hormonales peuvent être perturbées par un certain nombre de facteurs exogènes qui vont perturber le cycle menstruel. D'accord, super. D'accord. OK. Vu qu'on a parlé du cycle normal, anormal et puis de tout ce qui peut impacter le cycle, maintenant, en fait, j'aimerais que tu nous expliques les différentes phases du cycle menstruel et ce qui se passe dans le corps durant chaque phase, en fait. D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais faire un Mhm. petit rappel pour qu'on D'accord. puisse mieux me suivre. Mhm. Pour les femmes qui ont eu la chance déjà de faire une échographie du pelvis, Mhm. et si elles ont eu la chance que le gynécologue leur ait montré leurs ovaires, elles Mhm. auraient pu constater que dans les ovaires, il peut y avoir de petites taches noires qu'on appelle des follicules. Exact. D'accord? Mhm. Alors, c'est important de comprendre que chez la femme, c'est ces follicules-là Mhm. à la langue vont rompre un parmi tant d'autres pour libérer l'ovule. Et c'est OK. l'ovule qui va féconder avec le spermatozoïde du conjoint pour Mhm. donner l'œuf. C'est ça. Le cycle menstruel se déroule classiquement en 3 phases. Mhm. La première phase, c'est la phase où ces petits follicules-là, ces petites taches noires dans l'ovaire, Mhm. ces follicules vont entrer en maturation, c'est-à-dire vont mûrir. D'accord. De tous ces follicules, il y a un qui va émerger et atteindre Mhm. un certain diamètre de grosseur pour pouvoir éclater et libérer l'ovule. Donc, cette première phase, c'est la phase folliculaire. OK. La deuxième phase, c'est la phase où le follicule qui a émergé parmi tant d'autres va éclater pour libérer l'ovule qu'on appelle la phase d'ovulation. D'accord. La troisième et la dernière phase, c'est que ce follicule qui a rompu et qui a libéré l'ovocyte ou l'ovule va devenir un corps jaune.
corpus luteus. C'est pour ça qu'on dit la dernière phase, c'est la phase lutéale. Ce corps jaune va sécréter une hormone dont on va parler plus tard pour Mhm. faciliter la nidation si entre-temps il y a eu grossesse. Donc, en résumé, on a trois phases. La première phase qui est dite folliculaire, où les follicules entrent en maturation. La Mhm. deuxième phase qui est la phase ovulatoire, où un follicule qui a émergé de toute la cohorte qui est entré en maturation pour Mhm. libérer l'ovule. Et la dernière phase qui est la phase lutéale. D'accord. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme à chaque étape? En général, chaque femme pourra se baser sur ça, en fait, pour essayer de noter son cycle, mais en général, qu'est-ce qu'on peut noter dans le corps d'une femme à chacune de ces Alors, phases? alors, lors de la toute première phase, qui est Mhm. la phase folliculaire est marquée pendant les 4 à 7 premiers jours par les menstruations, C'est ça, c'est-à-dire le saignement génital qui provient de l'utérus. c'est ça. Au cours de cette phase, la femme peut ressentir des symptômes typiques qui varient d'une femme à une autre. On Mhm. peut parler d'une douleur abdominale, et c'est important de préciser que c'est une douleur qui est tolérable, Ouais. qui à la limite n'a pas besoin d'une prise en charge médicamenteuse. La femme peut avoir les seins qui sont tendus, des maux de tête, des céphalées, une fatigue ou une certaine irritabilité qu'on peut Mhm. prendre à tort comme des caprices. Voilà, ça, c'est la première phase. Mhm. La deuxième phase, qui est la phase ovulatoire, peut être marquée par une légère fébricule, c'est-à-dire une hausse de la température. Mhm. D'accord? La température ambiante du corps qui est de 37 à 37,5. La femme peut avoir une température à 37,8, 37,9. La Ok. femme peut avoir ce qu'on appelle sur le plan, sur la filière, au niveau de sa filière génitale, de la glaire cervicale. C'est un liquide qui est blanc, Mhm. transparent, gluant. C'est Cette ça. glaire, en fait, est produite par l'organisme pendant la période ovulatoire pour faciliter lors des rapports sexuels, d'accord, que C'est ça. le spermatozoïde qui sera éjecté par l'homme Mhm. puisse transiter facilement par cette glaire pour remonter facilement dans la filière utérine. Ok. Donc, lorsque la femme a une température qui s'élève un tout petit peu, ou la Mhm. glaire cervicale, ou l'autre chose, elle peut ressentir une douleur subite dans l'une des fosses iliaques, c'est-à-dire dans le pelvis, soit du côté droit ou soit du côté gauche, qui est Ok. contemporain à la rupture d'un follicule qui est en train de libérer l'ovocyte. Exact. Voilà. Donc, à partir de ce moment, la femme ne saigne plus. Ok. D'accord? On peut avoir une douleur liée à la rupture du follicule. Et C'est la ça. troisième phase, généralement, si entre-temps, il y a eu grossesse, ça va se manifester par des symptômes de fatigue, de Ouais. légères douleurs au niveau du bas du ventre. Mhm. Voilà. D'accord. C'est très bien compris. Et depuis tout à l'heure, tu parles des hormones, tu dis on va en parler effectivement. Donc, c'est le moment de parler des hormones. Donc, j'aimerais que tu nous expliques en fait ce que sont les hormones, à quoi elles servent en fait dans le cycle. D'accord. OK. Alors, de façon classique, pour qu'on comprenne plus simplement, c'est que il y Mhm. a 4 hormones qui interviennent dans le cycle menstruel. Mhm. D'accord? Mhm. La FSH, la LH, l'oestrogène et la progestérone. Ok. L'hormone mère qui enclenche tout ce processus, c'est la GnRH. Mais pour faire simple, c'est quoi? Lorsque le cerveau envoie le stimulus par une hormone en termes simples, c'est une sécrétion d'une substance dotée de pouvoirs chimiques pour Mhm. pouvoir agir sur un organe ou une cellule pour lui donner un type de message à exécuter. Mhm. Je donne un exemple. J'appelle mon enfant pour dire, prends l'argent, va m'acheter telle chose. Ok. D'accord? Mhm. Mon enfant va prendre l'argent, c'est le message que je lui donne. C'est Va ça. m'acheter telle chose, il va marcher pour y aller. Donc, c'est le trajet qu'il va suivre pour aller vers la cible. Donc, les hormones, c'est des sécrétions, c'est des substances qui sont sécrétées par l'organisme pour aller agir à distance ou juste à Ok. côté. D'accord? Donc, cet ensemble de sécrétions, ça varie en fonction de la nature. On a la FSH, la LH, le sujet de la progestérone. De Mhm. façon classique, la FSH et la LH sont des hormones qui sont produites au niveau du cerveau. Mhm. Et dans un premier temps, c'est la FSH qui sera produite et qui va agir directement sur les ovaires. Et quand ça va agir sur les ovaires, FSH, c'est Hormone Stimulating Follicule. Donc, c'est l'hormone qui stimule les follicules. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des follicules au niveau des ovaires. Donc, c'est cette hormone qui va permettre aux follicules d'entrer en maturation. D'accord. D'accord?
C'est Mhm. la FSH qui va permettre aux follicules d'entrer en maturation. Dans la première phase du cycle menstruel, cette Mhm. hormone est sécrétée en quantité importante. Et Ok. lorsque les follicules entrent en maturation, eux, à leur tour, vont produire une autre hormone qu'on appelle l'ostrogène. Mhm. Et l'ostrogène va préparer l'intérieur de l'utérus pour que si, lors de la deuxième phase, il y a eu fécondation avec un œuf, pour que Mhm. l'utérus puisse accueillir cet œuf-là. L'ostrogène va commencer par préparer l'intérieur de l'utérus pour accueillir une grossesse. D'accord. Lorsque l'ovule, le follicule va libérer l'ovule, j'ai dit que le follicule qui va rompre et libérer l'ovule va devenir le corps jaune. Et c'est ce corps jaune maintenant qui va produire la progestérone. Cette Ok. progestérone est la deuxième hormone qui est sécrétée lors de la deuxième phase. Et cette progestérone va préparer ce qu'on appelle la nidation, parce que l'œuf, quand il va migrer pour entrer à l'intérieur de l'utérus, va Mhm. s'enfouir dans la muqueuse interne de l'utérus, c'est-à-dire la couche interne de l'utérus. Donc, cette progestérone va créer un cadre idéal pour que la nidation se déroule bien, pour que l'œuf puisse avoir ses éléments nutritifs, les lipides, le glucide, etc. Donc, voilà l'ensemble des hormones sécrétées pendant le cycle menstruel. Ok. Ok. Bah, non, ça a beaucoup de sens. Donc là, maintenant, je veux vraiment qu'on parle des règles, l'âge moyen des premières règles. Parce que je sais que ça varie. Par exemple, moi, c'était à 14 ans. Et OK. je pense que j'étais considérée comme tard. Je me souviens plus trop. C'est un peu nébuleux cette période-là. Mais je sais que, Ouais. par exemple, il y en a qui vont te dire la nouvelle génération, là, c'est de plus en plus tôt, en fait. Ouais. Mais c'est quoi l'âge moyen qu'on peut considérer, entre guillemets, normal des premières règles? Et quand est-ce que c'est un problème? À quel âge on peut considérer que c'est un problème? Ou c'est tard plutôt? D'accord. En moyenne, c'est de 11 à 13 ans. On OK. a les ménages. Les premières règles, on les appelle les ménages. Les Élimination. ménages, de façon physiologique, apparaissent entre 11 et 13 ans. OK. Lorsqu'elles apparaissent plus tôt, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans, Mhm. c'est traité de ménage précoce. D'accord? D'accord. Mhm. Oui. Quand ça apparaît entre 8 ans, 9 ans, c'est traité de ménage précoce. D'accord. Après, quand ça apparaît au-delà de 15 ans, c'est des ménages tardifs. OK. OK, d'accord. Parfait. Et on a parlé des règles, l'âge apparaissent les règles. Maintenant, je veux qu'on parle de l'autre côté de ces règles-là, la ménopause. À quel âge, entre guillemets, normal, on survient la ménopause? Et justement, la même chose que les premières règles, à quel âge c'est considéré comme préménopausé et à quel âge où c'est considéré, entre guillemets, tard, en fait? D'accord. On va donner plutôt une fourchette. Il n'y a pas un OK, âge fixe où on a la ménopause. La d'accord. ménopause peut survenir entre 45 ans et 55 ans. OK, Pourquoi il y a 10 ans des 40, 45 et 55 ans? Parce que ça varie de la situation géographique, ça varie des facteurs génétiques et autres. d'accord. Donc, pendant qu'une femme ayant une situation géographique différente à une autre, Mhm, a sa ménopause peut-être à l'âge de 45 ans, l'autre peut mhm, l'avoir à 55 ans. Donc, il y a le mhm. facteur environnemental aussi qui intervient. Alors, OK. avant d'avoir la Mhm, ménopause pour la définir, c'est en fait l'arrêt définitif des règles après 12 mois pleins, sans que la femme n'ait eu des règles. 12 mois successifs sans règles, c'est la ménopause. d'accord. Avant ça, c'est la préménopause. Et pendant cette période de préménopause, on a les règles qui fluctuent, les règles qui se deviennent irrégulières. Elle peut avoir ses Mhm, règles peut-être en janvier et peut-être 4 mois après, elle a encore les règles. C'est les OK, manifestations de la préménopause avec d'accord. des autres signes associés comme des bouffées de chaleur, des douleurs osseuses, des fatigues inexpliquées, Mhm, etc. Donc, mhm. ça, c'est la préménopause. Donc, quand la femme commence par avoir cette irrégularité des règles, déjà, le gynécologue, il sait que ça, vu l'âge aussi, que c'est la préménopause. Mais lorsque elle fait 12 mois d'affilée sans ses règles, c'est une Mhm. ménopause clinique. D'accord. Et parce que tu parlais du facteur environnemental et dépendant de là où on vit. Et justement, j'avais une conversation avec une amie ici qui justement me disait que elle commençait à avoir des signes de ménopause. Elle s'apprêtait à avoir son rendez-vous chez son gynéco, mais en fait, elle est métisse en fait. Et donc, elle me disait non en rigolant, plus ou moins. Elle me dit non, mais c'est son côté blanc qui faisait Mhm. que elle était ménopausée plus tôt. Précoce. C'est ça. Oui.
Ouais, mais elle a 45. Vu la fourchette que tu viens de me donner, selon moi, elle oui, est dans le bon range, en fait. ouais, Parce qu'elle ouais, a 46 ans, si je ne me trompe pas. ouais. Mais elle me disait non, que c'est son côté blanc, parce que son côté noir, toutes ses tantes et sa grand-mère, etc., ont commencé leur ménopause après 50 ans. Ok, Donc, ok, je vois. donc ça, je me disais, et je dis, ben, écoute, je vais en parler avec un gynécologue et je te reviendrai. Elle a dû aller voir son propre gynéco. Depuis, d'après ce que tu me dis, elle est vraiment dans la période normale, en fait, parce qu'elle a 46 ans. Donc, elle est vraiment dans Ouais, c'est pas parce ouais, que c'est c'est pas son normal. côté Ouais, blanc ouais, qui, ouais. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. D'accord. Ok, ben tu as parlé un peu de ce qui se passait en fait dans la ménopause, des symptômes physiques qu'on peut avoir comme les bouffées de chaleur, la fatigue inexpliquée, etc. Mais Oui. est-ce que, parce que justement les symptômes que tu viens d'expliquer, c'est les mêmes symptômes quasiment de la grossesse. Et je sais que ça arrivé à quelqu'un que je connais. Est-ce que les symptômes de ménopause ne peuvent pas être confondus avec les symptômes de grossesse? Alors, bon, pour un gynécologue, en principe, le problème ne doit pas se poser parce que une femme qui commence par avoir une irrégularité des règles et qui vient en Mhm. consultation pour des symptômes comme douleur, fatigue, le premier réflexe du gynécologue, c'est de faire un test de grossesse. Ah, d'accord, D'accord? Ça permet de faire la lumière. Parce que, d'accord. attention, lorsque la femme est en préménopause, elle peut encore tomber enceinte. Ok, bah oui. D'accord? Mhm. Une femme qui se présente à 50 ans, qui dit que mon cycle devient irrégulier et qui vient pour des douleurs ou pour des saignements en dehors des règles, le premier réflexe, c'est de faire un test de grossesse pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Parce que même à 50 ans, elle peut tomber enceinte. Oui, oui, oui. D'accord? Voilà. Mhm. Donc, pour ne pas faire cette confusion, c'est le test de grossesse qui est le premier examen qu'on demande avant même d'aller faire l'échographie C'est pelvienne. ça. Voilà. Mhm. Ok, d'accord. Donc, il y a pas moyen de truquer. Ok, pas de problème. Donc, là, on a parlé du cycle menstruel et puis on est rentré dans certains détails, tu sais, les hormones, etc. C'était vraiment très bien. Merci, docteur. Et là, maintenant, je veux qu'on passe à la deuxième partie. Donc, comme je disais, le corps, le mental et le quotidien. Mais tout ça, en fait, par rapport au cycle menstruel. On a déjà parlé des symptômes typiques pendant le cycle, donc les maux de tête, l'irritabilité, Oui. etc. Et les douleurs normales qu'on doit ressentir pendant les règles. Donc, en gros, juste pour revenir à cette partie-là rapidement, quand les douleurs sont normales, dans le sens où on peut prendre un petit Doliprane et puis ça va passer, etc. Quand ces douleurs-là sont dans ce truc-là, qu'il n'y a pas de vertige, c'est encore considéré comme des douleurs normales, c'est bien ça? La douleur des règles qui ne cèdent pas au Doliprane, ce n'est pas normal. D'accord. D'accord? Si pour la douleur des règles, on est amené à prendre autre médicament que le Doliprane ou une association Doliprane et autres médicaments anti-inflammatoires, etc., ce n'est Mhm. pas normal. Les douleurs de façon physiologique d'une règle ne doit même pas être une douleur qui nécessite la prise médicamenteuse. Ah Pendant oui, hein. très longtemps, on a considéré à tort que les règles doivent être douloureuses. Or, c'était une maladie qu'on appelle l'endométriose dont souffraient ces femmes. Mais aujourd'hui, la lumière a été faite et on sait que les règles physiologiques ne doivent pas procurer de douleur. Et si douleur il y a, pas besoin de prendre des médicaments forts. Le Doliprane, ça devrait aller. Ou un bain chaud, ça devrait aller. Mais une douleur des règles qui est insupportable, la femme se plie en deux. Elle a Mhm. besoin qu'on lui fasse une injection. Il faut Mhm. qu'elle consulte un médecin. Ça peut être lié à une endométriose, une adénomyose, d'accord, ou des fibromes qui sont en train de se nécroser. D'accord, je comprends. Ok. Bon, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais ça, hein. J'étais vraiment insupportable. C'était des règles extra douloureuses, etc. Ouais, Mais bon, avec l'âge, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Mais ouais, j'avoue que quand j'étais jeune, c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment douloureux. Si je ne me trompe aussi, docteur, tu as parlé des causes des règles abondantes et des règles irrégulières. Juste pour m'assurer que je suis bien le cours, entre guillemets. L'alimentation, le stress, le manque de sommeil, l'activité physique, en fait, vont tout avoir un ouais. impact sur l'abondance des règles ou l'irrégularité des règles. C'est bien C'est ça? ça, ouais. C'est les facteurs perturbateurs, stress, alimentation déséquilibrée, le manque de sommeil, le sport intensif ou certains contraceptifs aussi. OK, super. Et donc là, maintenant, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur le syndrome prémenstruel parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas des caprices. Et c'est quelque chose qui est vraiment, même des fois de certaines femmes, quelque chose qui est méconnu en fait. Donc, j'aimerais que tu Ouais. nous expliques ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel,
et pourquoi est-ce qu'il est inévitable en fait? D'accord. Bon, de façon simple, le syndrome prémenstruel, pré pour dire avant. OK. D'accord? C'est un ensemble de manifestations cliniques ou physiques que la femme présente avant que les menstrues ne commencent. Ça peut OK. commencer chez certaines 2 semaines avant, ça peut commencer chez certaines 1 semaine ou 3 jours. Et la femme qui connaît son corps sait que mes menstrues vont arriver dans quelques jours. Et les Mhm. manifestations varient d'une femme à une autre. Et en tête de liste, c'est les sauts d'humeur. Oui. D'accord? C'est des femmes qui sont très irritables, qui Mhm. perdent leur flexibilité, leur tolérance, qui s'énervent pour peu de choses et qu'on peut prendre à temps comme des caprices, mais c'est parce que ces sensations qu'elles ressentent, c'est lié à la douleur et aux perturbations hormonales. Il y a aussi l'anxiété et on peut avoir parfois un ballonnement abdominal C'est ça. que ces femmes-là peuvent présenter et une Mhm. tension au niveau des seins, les seins qui sont tendus et qui deviennent douloureux. Il faut Mhm. dire que ça varie d'une femme à une autre. D'autres vont te dire, avant que mes règles n'arrivent, je fais des diarrhées. Et Oui, elle, chez elle, c'est ça qui annonce ses menstrues. D'autres vont te c'est vrai, dire, non, je exact. suis ballonnée. Mhm. Donc, c'est un peu ça, ça varie d'une femme à une autre. Ouais. Et c'est inévitable parce que justement, ça fait partie du cycle en fait. C'est quelque chose de... Justement, c'est inévitable, oui, Ok. c'est inévitable. Mais Ok. on peut atténuer par une bonne hygiène de vie, si Mhm. besoin, un suivi médical pour atténuer ces syndromes prémenstruels. Oui, parce qu'il y en a pour qui je sais que c'est invivable en fait, ce Oui, syndrome prémenstruel là en fait. c'est ça, oui. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut se servir du cycle menstruel pour déterminer ou s'informer sur son état de santé général? Est-ce que le cycle menstruel peut informer l'état général de santé d'une femme? Le cycle menstruel, c'est un très bon indicateur de l'état de santé de la femme. OK. D'accord? Ça permet d'avoir une idée sur la coordination ou la collaboration étroite entre le cerveau et les organes qui sont en bas. Une femme qui a un cycle menstruel qui est bien réglé peut Mhm. se dire, ouais, mon organisme, mon cerveau fonctionne très bien, les ovaires sont réceptifs et Mhm. l'utérus aussi va Mhm. dans le bon sens. Mais quand c'est OK. pas régulier, quand il y a des petits problèmes, alors ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne va pas. OK, je vois. Donc en Ouais, fait, c'est vraiment un indicateur pour dire, en général, je suis en santé. Donc ouais. c'est Ouais, vraiment ça. sur le plan gynécologique, bien sûr. OK, oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Mm. D'accord, c'est bien noté. Et j'aimerais vraiment avoir, ton avis médical, docteur de Souza, en fait, que tu me dises, en fait, comment une femme devrait adapter son quotidien selon les phases de son cycle? D'accord. Ou les phases dans Déjà, lesquelles oui, exactement. Excuse-moi, vas-y, oui. ouais, déjà, une femme qui sait qu'elle a des règles, elle saigne beaucoup. Parce que, Mmh. voilà, il y a aussi cet aspect. Une femme qui saigne beaucoup, Mmh. que normalement, Mmh. elle le sait parce qu'une de ses amies lui a dit, moi, je saigne seulement pendant 4 jours. Elle dit, moi, je saigne pendant 7 jours. C'est déjà Mmh. un facteur d'anxiété, un facteur de stress. Donc, D'accord. chaque fois quand elle a ses règles, le fait de savoir que je vais mettre des garnitures à longueur de journée pendant 6 à 7 jours, ou Mmh. même au-delà, c'est énervant, c'est Oui, irritant. oui. D'accord? Elle se Mmh. dit certainement, je vais pas bien, c'est pour ça que je saigne plus que ma collègue ou plus que ma copine. Donc, Mmh. cette femme doit déjà psychologiquement se préparer pour pouvoir traverser ces moments de menstruation dans une étape psychologique plus ou moins adaptée parce qu'elle sait déjà, elle connaît son corps. Parce que Mmh. s'il n'y a pas une bonne coordination entre le psychisme et le vécu de la femme pendant les menstrues, la femme sera encore plus irritée, plus énervée pour très peu de choses. Donc, il y a le volet psychologique. L'autre Mmh. aspect, c'est d'éviter de prendre des aliments trop sucrés pendant, parce que ça fait partie des facteurs exogènes qui peuvent augmenter le volume de saignement, qui peut perturber le cycle menstruel et Ça, peut c'est très avoir important. plus de douleur. Mmh. D'accord? Oui, C'est pas vérifié chez toutes les femmes, mais certaines femmes rapportent que quand j'ai les menstrues, que je prends des choses sucrées, j'ai encore plus mal, je ça, saigne c'est moi. encore plus que d'habitude. Ça, Voilà. c'est très Donc, la important. femme doit revoir sur le plan Mmh. psychologique cet aspect-là et aussi sur Mmh. le plan alimentaire, voir revoir son alimentation. Une femme OK. qui, d'habitude, est une sportive et qui fait Mmh. du sport intensif, pendant la période des menstrues, doit pratiquer du sport doux, pas un sport Ah, très intensif. Oui. d'accord. Et l'autre chose, la femme peut faire des bains chauds, des bouillottes chaudes Mmh. appliquées sur le ventre pour atténuer un tant soit peu ces symptômes-là. Donc, une femme qui est déjà
préparé psychologiquement et qui sait Mhm. que je ne dois pas consommer telle chose pendant que j'ai mes menstrues, va mieux vivre ses menstrues qu'une femme qui ne fait rien de tout ça. D'accord, d'accord. Et pendant la période de pré-menstruation, donc pendant qu'on est en état de syndrome prémenstruel, comment est-ce qu'on adapte son quotidien à ça en fait? Parce que justement, quand moi, par exemple, je sais que je vais moins dormir, je vais être très irritable, j'ai un état de fébrilité en fait que je ne peux pas expliquer. Mais comment est-ce que Ouais. je peux adapter mon quotidien? Est-ce qu'il y a de l'alimentation que je dois changer? Est-ce que bah, je sais que je dors moins, donc est-ce que je dois aller me coucher plus tôt? Essayer de me mettre en état de stress moins élevés, je sais pas. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça, justement? Oui, c'est déjà de savoir écouter, de comprendre son corps et de privilégier une alimentation riche en fer. D'accord. D'accord? Pendant les règles surtout. Maintenant, pendant la période prémenstruelle, éviter d'être susceptible à très peu de choses. C'est pour ça que je disais de comprendre son corps. C'est d'accepter en fait le fait que pendant la période prémenstruelle, je suis irritable. C'est tout à fait physiologique, c'est tout à fait normal. Il D'accord. faut l'appréhender, il faut l'accepter. Et D'accord. ce faisant, on devient moins susceptible à un certain nombre d'aspects. Et l'autre chose aussi, c'est de prendre du Doliprane pour prévenir cette tension mammaire, cette douleur au niveau du bas du ventre ou du space-fond, tout simplement. Parce que ne pas ressentir le syndrome prémenstruel te fera te sentir être en bonne santé comme quelqu'un qui n'a rien. Donc, pour Mhm. prévenir cela, c'est de se préparer psychologiquement, anticiper par la prise du Doliprane 1 gramme ou du Spasfon de 80 mg, prendre 2 comprimés, Mhm. d'accord? Et pourquoi pas ne pas se reposer plus tôt pour éviter d'être plus en Mhm. éveil? Parce que quand tu es en éveil, tu vis ces symptômes, ça Mhm. t'irrite, Exact. d'accord? Et Mhm. éviter surtout de pratiquer du sport intense. Ok. Ça, j'allais dire, je ne suis pas très sûre, mais bon, Ouais. je vais essayer de changer le sport. Mais en parlant du space-fond et puis du Doliprane, par exemple, moi, je prends de l'acétaminophène. Ça m'est arrivé justement quand je sens que vraiment je suis fatiguée, j'ai des maux de tête, que je suis vraiment dans le syndrome prémenstruel et que c'est vraiment... Il y a des cycles où tout va bien. C'est à peine si j'ai des signes de syndrome prémenstruel et il y a des signes où vraiment je sens chaque seconde de chaque minute, en fait. Ouais. Et disons, je prends de l'acétaminophène, OK? Et, Ouais. mais j'ai une question en fait, c'est très bizarre, hein, mais j'ai l'impression que quand je fais ça, ça retarde l'arrivée de mes règles. Est-ce que c'est moi dans ma tête ou est-ce que l'acétaminophène a vraiment cet impact-là? Bon, l'acétaminophène, c'est du Doliprane, hein. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, non, ça n'influe pas sur la sécrétion hormonale. Ok. Après, toi, entre-temps, tu me disais que tu as un cycle très court de 20 jours. Oui. Oui. Je marque une pause pour préciser. Il Mhm. est important que la femme connaisse son cycle. Oui, oui, oui. D'accord? Oui, Parce que peut-être que la question me sera posée plus tard pour quelqu'un oui, qui veut tomber enceinte si la oui. personne ne connaît pas son cycle. Voilà. Donc, on va revenir sur ça après. Donc, l'acétaminophène, non, ça ne peut pas influencer les sécrétions hormonales. Non. Mais la vérité, docteur, je te jure, j'ai l'impression que comme je pense que ça doit être dans ma tête. Par exemple, des fois, je me dis, oh, ça va commencer demain, je sais que ça va commencer demain. Mais là, j'ai tellement mal, je peux pas. Je dis, bon, ok, c'est bon. Je vais juste prendre l'acétaminophène juste pour enlever la douleur que je ressens là, parce que je sais que ça va continuer, mettre ça en version plus supportable. Et quand Oui. c'est censé commencer demain, j'ai mes règles 3 jours après. Je dis, mais pourquoi en fait? Oui. En fait, ça n'a pas de lien direct. Après, c'est de savoir qu'il n'y a pas un seul facteur qui influence la survenue des menstrues. Oui, oui, non, D'accord? bien sûr. Oui, Comme on on en a l'a parlé, dit un oui. peu plus tôt, voilà, il y a un Mhm. certain... Maintenant, la douleur ne veut pas forcément dire que les règles vont venir demain. La douleur fait partie du syndrome prémenstruel. Tu peux Ouais, ressentir cette douleur pendant 2 jours et les règles vont apparaître après. Comme ça peut durer encore une semaine. D'autres ont des douleurs pendant 2 semaines avant que les règles ne viennent et pendant les règles ne ressentent plus aucune douleur. ok, C'est pas un ok. truc carré, mais ça varie d'une femme à une autre et de Mhm. certains facteurs Et- exogènes. Exactement. Justement, je pense que peut-être aussi que je m'ajoute du stress en me disant, oh, mes règles arrivent demain, mais je ne sais pas, blablabla. Ouais. C'est sûr que ça doit avoir un facteur. Mais tu as marqué un très bon point, docteur. Il faut connaître son cycle menstruel. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs comment est-ce qu'on connaît? Parce que bon, moi, j'avoue que je vais être très, très franche. Comment j'ai su que j'avais un cycle court? C'est parce que j'ai commencé à utiliser une application. Parce que l'histoire de compter, là, j'ai jamais réussi. Je ne sais pas si, comme ma mère m'a OK. expliqué, sûrement je n'écoutais pas, mais j'ai Ouais. jamais réussi à compter sur le calendrier, compter les jours. J'ai jamais compris comment, j'ai jamais. Et puis bon.
Voilà. Mais depuis que j'utilise une application et que, bon, là, maintenant, ça doit faire 14 ans que je connais mon cycle menstruel, en fait. Et D'accord. c'est vraiment ça, en fait. C'est l'utilisation d'une application qui m'a aidé à connaître mon cycle menstruel. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer une technique? Mais parce que j'ai une fille et j'aimerais pouvoir lui expliquer sans savoir utiliser pour dire, télécharge cette application-là et puis elle t'expliquera tout. Mais j'aimerais pouvoir être plus impliquée, lui expliquer comment on apprend à connaître son cycle menstruel. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner une technique, s'il te plaît? Déjà, je vais te poser une question. Oui. Tu penses que tu as un cycle de combien de jours? Je sais que j'ai un cycle de 20 jours. De Quand je 20 suis jours. stressée et Ok. que je suis truc, c'est 23 jours. Donc, c'est entre 20 et 23 jours. 23. Oui. D'accord. Et tu penses que pour un cycle de 20 jours, tu ovules quand? Après les menstrues. Tu ovules en Et- quelle période? OK, donc le premier jour de règle, c'est le premier jour du cycle. Donc, quand mes Oui, règles commencent et que mes règles en général durent 4, 5 jours, bon, disons 5 jours, parce que c'est plus, en oui, général, c'est 5 jours. J'étais prête pour oui. toi, docteur. Je suis allée regarder tout dans mon application. Mais OK. Donc, disons, c'est 5 jours. Donc, je sais que en général, l'application me dit, mais avant ça, parce que je me suis rendu compte que j'avais, comme tu disais, des douleurs au coin. Des fois, je sens une douleur aiguë d'un coup. Et puis, Oui, c'est en oui. général autour du 6 ou 7e jour. Très bien, Mhm, très bien. Je suis content que tu me donnes cette réponse parce que il mhm. faut faire attention avec les applications de cycle menstruel. Parce que Ah, les applications sont conçues pour les cycles normaux de 28 jours. j'ai dit ça. Et pour ces applications, la femme doit ovuler le 14e jour. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est quoi? C'est ceci. Mhm, mhm. Dans un premier temps, une femme qui veut connaître son cycle va noter le début des règles et OK. le début des règles prochaines, qui fait un cycle. Elle fait ça sur au moins 6 mois. Ça lui D'accord. permet de savoir la moyenne de son cycle. Lorsque le cycle est court, toi, tu sais que ton cycle court, c'est 20 jours et le cycle, quand Mhm, il est long, c'est peut-être 23 jours. Quand mhm, la femme sait ça, elle pourra calculer sa période de fécondité. Ce qui mhm, ne change pas sur les 3 phases qu'on avait expliquées, la phase folliculaire, la période ovulatoire et la phase lutéale. La mhm. phase lutéale dure exactement 15 jours. D'accord. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a un cycle de 20 jours, d'accord, et qui Mhm. saigne pendant 5 jours, à partir du 6e jour, déjà, elle peut tomber enceinte. C'est sa période de fécondité. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui a un cycle de 20 jours, qui se dit c'est le 14e jour, comme dans Elle les va voir. applications que je vais ovuler, elle ne va jamais tomber enceinte. Tout à fait. Pour quelqu'un qui a un cycle de 30 jours, ça veut dire que c'est le 16e jour de son cycle qu'elle ovule. Parce qu'il faut souvent faire 15 jours avant la survenue des règles prochaines. C'est ça là qui correspond à la période d'ovulation. Donc, Mhm, le conseil que je peux donner, c'est que la femme note chaque fois le début des règles, le mhm. début des règles prochaines sur au moins 6 mois. Ça lui D'accord. permet de connaître la moyenne de son cycle et de déterminer le cycle court et le OK. cycle long. Mhm. Quelle connaît la moyenne entre le cycle court et le cycle long, elle saura que quand j'ai un cycle court, j'ovule à telle date. Il faut faire moins 15 jours pour connaître la. Si par exemple, comme l'exemple que je vous ai donné, tu as 20 jours du cycle court, ça veut dire que tu ovules à partir du 5e et du 6e jour C'est de ça. ton cycle. Mhm, Quand le cycle plus long est peut-être 25 jours, ça veut dire qu'à partir du 10e jour des mhm, règles, la femme l'a ovule. Pour pouvoir potentialiser les chances de tomber enceinte, c'est ces mhm. calculs-là qu'il faut faire pour avoir des rapports dans cette fourchette d'intervalle-là. OK. Et ce que tu dis, docteur, par rapport au fait que les applications sont basées sur les cycles longs, c'est très vrai, parce que pendant longtemps, l'application disait que j'ovulais autour du 10e jour. Et en fait, c'est une combinaison du fait que j'observais certains signes physiques que je me disais, ben, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai ça maintenant? Parce que je me Mhm. souvenais quand même un peu de mes cours d'SVT et je me suis beaucoup servi de mes sœurs aussi, donc une de tes collègues, pour justement identifier mon cycle. Et aussi quelque chose que j'ai utilisé, c'est des tests d'ovulation. Et c'est comme ça, OK. après plusieurs mois et plusieurs cycles, en fait, que j'ai pu déterminer, en fait, que mon ovulation était beaucoup plus tôt. C'est-à-dire quasiment le dernier jour de mes règles, c'est le jour de mon Oui, c'est ovulation, en ça. fait. Oui, Quasiment. c'est Donc, ça. voilà. Donc, Parce que, il faut faire attention avec les applications de cycle menstruel. tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est très bien, en fait, qu'on parle de la fertilité parce que justement, c'est la prochaine partie. C'est sur ça que les prochaines questions vont tourner. En fait, parce que le cycle, en fait, définit la fertilité. Parce que le cycle menstruel, en fait, c'est pour d'abord tomber enceinte. Et donc, le fait qu'on ne Oui, soit pas fécondé, c'est ce qui crée les règles, en fait. C'est bien ça? oui.
OK, Oui, parfait. Donc, moi, j'aimerais déjà que tu nous expliques comment le cycle menstruel évolue au cours de la vie d'une femme. Donc, entre l'adolescence et la ménopause, en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le cycle évolue au travers de ces différentes étapes dans la vie d'une femme? bien sûr que je peux t'expliquer. En fait, les ménages, comme on le disait tantôt, apparaissent entre 11 et 13 ans. Et en cette période, il y a une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le cerveau n'est pas encore bien mature. Mhm. Donc, les sécrétions hormonales après les premiers ménages ne favorisent pas un cycle menstruel régulier. D'accord. C'est très fréquent de voir chez des jeunes filles qui, à l'âge de 17 ans, de 15 ans, 16 ans, viennent pour dire, c'est des règles qui sont irrégulières. Quand je trouve ça en janvier, ça fait peut-être en mai ou en Mhm. juillet. C'est normal. C'est Mais il ça. faut expliquer qu'elle n'est pas enceinte de faire un test de grossesse. Si le test est négatif, on leur explique tout simplement que les choses ne sont pas encore bien en place. Le cerveau s'adapte parce que les règles ont commencé il y a que quelques années. C'est au Mhm. fil des ans que le cerveau assure une bonne coordination et que le cycle va devenir régulier. C'est très Donc, en bon. résumé, pendant la phase adolescente, le Mhm. cycle est irrégulier à cause de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui n'est pas encore bien mature. D'accord. Lorsque la femme traverse cette période et que par chance elle tombe enceinte, on n'a plus de règles. D'accord. D'accord? On n'a Mhm. plus de règles. Les ovaires sont mis au repos. Il n'y a plus de couche qui va se destituer pour avoir des règles. Non. Les Mhm. ovaires se préparent plutôt pour que la grossesse qui est arrivée, qui s'installe, puisse grandir dans de très bonnes conditions. D'accord. Mais lorsqu'on est en période de ménopause, la ménopause, en fait, c'est que dans les ovaires de la femme, il n'y a plus du tout de follicules. D'accord. D'accord? Lorsque Mhm. la réserve folliculaire arrive à épuisement, la femme Mhm. devient ménopausée. C'est Parce ça. que lorsque le cerveau va sécréter les hormones dont j'avais parlé, la Mhm. FSH, l'hormone qui stimule les follicules, si l'ovaire n'a plus de follicules, ça ne sera pas stimulé. Donc, il n'y Tout à aura fait. pas de menstru. Donc, Mhm. lorsque la femme arrive à épuisement de sa réserve de follicules, il n'y a plus de règles et il y a la ménopause. Mais avant ça, on a la préménopause qu'on a expliqué de long en large, qui est Tout caractérisée à par fait. une irrégularité des règles. C'est quand même important que j'apporte cette petite information, c'est que la Mhm. femme, contrairement à l'homme, Mhm. a une réserve de follicules fixe. D'accord? Très bien. Lorsque, Mhm. depuis la vie à l'intérieur de l'utérus, il y a un ensemble de processus, on ne va pas rentrer dans les détails, pour Ouais, qu'on ouais, ait ouais. une réserve de follicules. Mhm. D'accord? Et qui Mhm. prend pause à une étape de la vie de la femme. Après la Mhm. naissance, lorsque la femme commence ses premiers ménages, ce cycle reprend. Et ces follicules, cette réserve folliculaire qui s'est constituée Endormi. avant, les follicules vont entrer en maturation à chaque cycle. Donc, lorsque la D'accord. femme a son cycle ce mois-ci, peut-être Mhm. que dizaines de follicules vont entrer en maturation, un seul follicule va rompre et tous les autres follicules qui ne vont pas rompre vont se dégrader et mourir. Étant Mhm. donné que la femme a une réserve fixe de follicules, au fil des ans, lorsqu'elle a des règles et que certains follicules meurent, à un moment donné, ces follicules vont s'épuiser totalement. Et c'est D'accord. là qui se caractérise par la ménopause. C'est pour ça que quand on reçoit des femmes qui, à 34 ans, 35 ans, n'ont pas encore d'enfants qui viennent en consultation, on se dit, parce qu'à déjà à partir de 35 ans, on a une baisse importante du capital folliculaire avec Exact. une inflexion entre 37 et 38 ans et ça réduit considérablement les chances pour la femme de tomber enceinte. Tout à Parce fait. qu'en situation normale, quand toutes les choses sont dans les normes, C'est lorsque ça. la femme a ses règles normalement dans un mois, et qu'elle n'a Mhm. aucune pathologie, la chance pour qu'elle tombe enceinte est de 25%. D'accord. D'accord? Ça, c'est Mhm. quand tout est normal. Donc, Mhm. imagine quand il y aura une baisse de la réserve ovarienne, la chance va passer de 25% à moins. Donc, ça réduit encore davantage les chances pour la femme de tomber enceinte. Tout Donc, à c'est fait. important. J'ai dit contrairement à l'autre parce que le processus de formation de spermatozoïdes est continu. Ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que tu peux avoir des personnes de 70 ans qui continuent Ah, à c'est faire ça, comme j'ai ça. dit. On dit Oui, un homme peut être papa à n'importe quel âge. Une femme ne peut oui, pas être c'est ça. maman. C'est exactement ça. Mm. Mais non, c'est très bien que tu dises ça parce que ce dont tu parlais, en fait, m'a fait penser à une question. Justement parce que, effectivement, c'est quelque chose que
Ma gynéco m'avait expliqué qu'effectivement, quand tu as une fille, en fait, que tu es enceinte, tu as une fille, son système reproductif se construit justement, effectivement, pendant qu'elle est dans le ventre. Oui, oui, oui. Et j'ai une question qui m'est venue par rapport à ça. Est-ce que la fertilité de la mère influe sur la fertilité de la fille? Justement, parce que je suppose que, ben, comme tout, en fait, les nutriments, tout ce qui est utilisé par le placenta pour aider justement le fœtus à grandir et devenir un bébé ou un être humain à part entière, vient de la... Oui, Tu vois ce que je veux dire? Je parlais avec truc, elle m'expliquait en fait que c'est des insomniaques dans leur famille, de mère en fille. Et donc, et oui. la fille est insomniaque. Donc là, je me dis, est-ce que la fertilité, c'est la même chose? Alors, tu peux avoir une mère qui est très fertile. Mhm, Des fois, on les traite de poules pondeuses parce que mhm, très facilement, elle tombe enceinte. D'accord? mhm. Ça, c'est Il ma maman. existe, ouais, il existe effectivement. Ah ouais. Non, mais moi, pour moi, ma mère, ça a toujours été facile pour elle. Mais Ouais, moi, dans ouais, mon cas, bah, il y a une de mes sœurs, c'est très facile pour elle. Mais moi, quand tu parlais de certains facteurs, le stress, ouais. le fait de mal dormir, le fait de faire du sport intense, bah, ça, c'est Ouais, vraiment moi. Et je me dis, ouais, ouais. du coup, moi, ma fille, je l'ai eue à 35 ans, en fait. Tu vois ce que Ah, je veux dire? d'accord. Donc, si c'était de mère en fille, je pense que ça aurait été beaucoup plus Ouais, facile ouais, pour moi parce que ouais. ma mère et ma sœur, c'est limite, ah, je pense que je devrais essayer de tomber enceinte. Et puis, elles sont déjà enceintes. En fait, je le caricature comme ça, mais moi, pour moi, c'est comme ça Ouais, que je le vois, quoi. Donc, c'est pour ouais, ça que je me dis, est-ce que ça a un lien ou bien ça saute une personne et ça va chez l'autre? ouais. En fait, il existe effectivement un lien entre la fertilité de la mère et de la fille, mais Ok, c'est pas un lien absolu. d'accord. D'accord, c'est relatif. Il est Ok, partiellement génétique et partiellement environnemental. d'accord. Et ça peut être influencé par de nombreux facteurs. Entre autres, le rôle des gènes, par exemple, la fertilité est en partie héritable. Les Mhm, ovaires, d'accord, leur mhm, réserve en ovocytes et la durée de vie reproductive, mhm. d'accord. Ok, Je vais parler surtout de l'âge de la ménopause notamment, sont d'accord. influencés par des facteurs génétiques qui sont transmis par la mère, D'accord, je vois. d'accord. Mhm, De cette façon, une femme dont la mère a eu une ménopause précoce, peut-être à 38 ans ou 40 ans, a mhm. plus de chances de connaître elle-même une ménopause plus tôt. D'accord, Donc, si la mère a une ménopause à 40 ans, sa fille a plus de chances de connaître une ménopause plus tôt. d'accord. D'accord? Donc, ça va sans dire, ça impacte sur la fertilité parce que il faut avoir une durée de vie reproductive plus longue pour avoir plus de chances de concevoir autant de fois que possible. Si je prends D'accord. ton exemple, tu as eu ta première fille à 35 ans et si Mhm, par exemple ta mère a eu sa ménopause à 38 ans, ça veut dire que les chances pour toi d'avoir aussi ta ménopause entre 38 et 40 ans sont mhm, élevées. Du mhm. coup, si entre-temps tu as ta ménopause à 38 ans, ça veut dire que tu ne vas que t'arrêter sur une seule si Un ta seul fille enfant. seule, tu vois, Mhm. donc c'est indirectement héritable. À part ça, il y a certaines maladies, certaines pathologies gynécologiques qui peuvent être familiales, comme l'endométriose, le Mhm, syndrome des ovaires polykystiques, une mhm. insuffisance ovarienne prématurée, C'est qui ça. peuvent être transmises de façon génétique et qui D'accord. impactent, qu'on le veuille ou pas, sur la fertilité de la femme. OK. Moi, non, moi, d'après ma soeur, c'est parce que juste, je me suis mise en tête que c'est plus facile pour elle et ma mère, mais moi, c'est difficile. Donc, comme je me Ouais. suis... Bon, bon, d'après ma soeur, c'est psychologique, hein. Il y a absolument... Parce que physiquement, Ouais. j'ai fait tous les tests possibles et imaginables. Il n'y a absolument rien. Et je me souviens même, mon ancienne gynéco, de quand je vivais dans un autre état, là, qui a suivi ma grossesse avec ma fille, m'a dit, mais en fait, moi, je devrais être vraiment une poule pondeuse parce que les cycles courts sont connus pour non, je l'ai dit. Je dis, mais en fait, non, tu te trompes de personne, c'est absolument pas moi. Et donc, d'après ma soeur, c'est 100% dans ma tête, c'est 100% psychologique pour moi. Ouais, Mais bon. ouais, ouais. Donc, une autre question, mais je sais qu'on a parlé déjà des hormones, mais je voulais juste que tu nous expliques plus en détail comment les hormones, en fait, influent sur la fertilité. D'accord. Alors, comme je l'avais dit à l'entame, que on a l'oestrogène, la progestérone, la LH et la FSH. Ces Mhm. hormones régulent la fertilité en contrôlant la libération de l'ovule et la préparation de l'utérus de D'accord. façon plus simple. Donc, une Ouais. bonne coordination entre la sécrétion de ces hormones va préparer la femme à une ovulation dans de bonnes conditions. Et si Mhm. fécondation, il y a que l'utérus soit préparé toujours grâce à ces hormones pour pouvoir accueillir l'œuf
et garder l'œuf en son sein pour que l'œuf puisse mûrir. Et si on va D'accord. rentrer plus dans les détails, je l'avais dit tantôt que c'est d'abord Mhm. la FSH qui est produite Mhm. par le cerveau et C'est ça ça. va agir directement sur les ovaires, Mhm. permettre une maturation des follicules. Et lorsque les follicules entrent en maturation au fur et à mesure, ces follicules vont sécréter l'oestrogène. L'oestrogène, lui, va agir sur l'utérus et préparer l'utérus. D'accord. D'accord? Mhm. Lorsque l'oestrogène va atteindre un certain seuil, ça va envoyer un message au cerveau pour dire arrête de stimuler maintenant les follicules. J'en ai Mhm. déjà assez et j'en ai un follicule qui est allé en maturation. D'accord. Donc, le cerveau va freiner la sécrétion de FSH, qui est l'hormone qui stimule la maturation folliculaire. C'est S'il n'y ça. a pas ce message, il y aura beaucoup de follicules qui seront sécrétés et on aura trop de follicules en maturation et peut-être aucun ne va rompre. Et ça peut D'accord. évoluer vers le syndrome des ovaires micropolykystiques, où la D'accord. femme peut avoir son cycle menstruel normal et ne pas ovuler. Donc, il faut impérativement que ce message aille vers le cerveau. Le cerveau Mhm. va freiner la sécrétion du FSH et OK. va augmenter maintenant la sécrétion de la LH, qui est hormone lutéisante. C'est ce pic d'hormone qui va permettre au follicule qui est allé en maturation de rompre pour libérer maintenant son ovocyte. D'accord. D'accord? Mais si jamais le message n'est pas envoyé au cerveau pour freiner la sécrétion du FSH, on ne peut Mhm. pas avoir de façon physiologique ce qui va suivre, ce que je viens d'expliquer. Donc, ça va Mhm. perturber le cycle. Donc, il faut impérativement ce message, qu'un frein soit appuyé sur la sécrétion du FSH et que la LH soit produite en quantité suffisante. Et c'est ce pic qui va entraîner l'ovulation. Une fois l'ovulation faite, l'ovocyte qui sera sécrété, le follicule qui va ovuler va se transformer en corps jaune. Ce follicule va sécréter maintenant à son tour la progestérone. Cette D'accord. progestérone va empêcher, si entre-temps la femme est tombée enceinte, que Mhm. l'œuf qui sera issu de la fécondation puisse grandir dans un milieu qui va lui permettre de trouver tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir mûrir. Donc cette Mhm. progestérone va augmenter les vaisseaux sanguins au niveau de l'utérus et c'est ces vaisseaux qui vont apporter les nutriments dont l'œuf aura besoin pour pouvoir mûrir dans de très bonnes conditions. Et ces mêmes hormones vont entraîner une fermeture au niveau du col de l'utérus et Mhm. diminuer la contractilité au niveau de l'utérus pour éviter que l'utérus se contracte davantage pour expulser l'œuf qui est en son sein. Si Mhm. cette coordination n'est pas faite dans de bonnes conditions, la femme va faire des fausses couches à répétition parce que les hormones ne sont pas sécrétées comme cela se doit. Mhm. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas eu de grossesse, Mhm. la femme a ovulé, le follicule est devenu un corps qu'on appelle Mhm. corps jaune. D'accord? Mhm. L'aspect Ouais. jaune. On dit Mhm. corps jaune. Mhm. Ce corps jaune va sécréter normalement la progestérone, qui est grossesse ou pas. Donc, s'il Mhm. n'y a pas de grossesse, cette progestérone va être sécrétée et 15 jours après, s'il n'y a pas de grossesse, cette progestérone va commencer par diminuer. Et quand Mhm. ça diminue, ça ne va plus entretenir l'utérus parce que l'objectif de la sécrétion des hormones, de l'oestrogène, de la progestérone, c'est d'entretenir l'endomètre pour que ça puisse conserver l'œuf. Donc, si D'accord. au bout de 15 jours, entre-temps, il n'y a pas eu fécondation, la sécrétion en progestérone va chuter considérablement dans l'organisme. Et cette couche qui avait été constituée pour préparer la venue de l'œuf va se Mhm. dégrader et c'est ça qui va se manifester sous forme de règles. C'est Mhm. ça les menstruations. Donc, c'est la chute de cette hormone qui va être à l'origine de la menstruation. Et c'est pas rare d'entendre que les menstrues, c'est du sang sale, c'est impur. Non, c'est carrément faux. C'est du sang, c'est Ouais. du sang. Non, c'est du sang et on va en parler après parce que justement, je lisais un article sur comment le sang des menstruations est utilisé en ce moment pour faire des choses magnifiques là, mais on aura l'occasion d'en parler. Et juste une petite question à laquelle j'ai pensé quand tu parlais justement des hormones, etc. et de l'ovulation surtout. Est-ce qu'on peut avoir des règles et ne pas avoir ovulé? Bien sûr, bien sûr. Ça rejoint l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Une femme peut avoir ses règles normalement, même des règles de 28 jours, sans Mhm. ovuler, tout simplement parce que il n'y a pas cette bonne coordination de sécrétion hormonale. S'il n'y a Ok, pas de ok, ok. sécrétion de la LH, le follicule peut grossir n'importe comment, ça ne va pas rompre et c'est ça qui va donner plus tard un kyste ovarien. Parce que le D'accord. follicule a eu le temps de grossir mais n'a pas rompu et ça devient D'accord. un kyste. Le kyste, par définition, c'est une poche avec à l'intérieur une substance de nature homogène ou mixte. Mhm. Ok, d'accord. D'accord? Oui. Ok, d'accord. Super.
Donc, quand on parle de fertilité, on parle de couple. Donc là, en fait, j'aimerais vraiment qu'on parle du cycle menstruel dans le couple, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et la Oui. première question, vraiment, c'est comment expliquer à nos hommes Oui. parce qu'il y a des hommes qui sont très observateurs, qui vont savoir Oui. exactement où leur femme se situe dans leur cycle. Tu sais qu'il y a le cas de mon mari qui m'a même dit que j'étais enceinte avant que moi-même je sache que j'étais enceinte. Mais comment expliquer à nos partenaires, je pense même à des mères qui souhaitent expliquer à leurs garçons le cycle menstruel, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer justement à son partenaire ou à son garçon, en fait? En général, parler du cycle dans le couple, ça favorise une bonne compréhension et un respect mutuel. C'est ça. Expliquer son cycle menstruel à son partenaire, ça aide à normaliser le sujet. Ça ne devient plus un sujet tabou. Et Mhm, ça permet de mieux gérer les moments de fatigue et d'irritabilité de la femme qui ne seront pas dans ce cas perçus comme des caprices. mhm, Le partenaire peut être très attentif aussi physique et émotionnel et dans ce cas, ça lui permet d'offrir une certaine écoute et un soutien à sa femme. mhm, C'est important que le partenaire comprenne aussi que le cycle peut influencer la libido de la femme et l'humeur. Parce mhm. qu'il y a certains hommes qui exigent avoir une intimité avec la femme pendant les règles. Oui, j'ai appris ça, oui. Ouais, il faut que la femme puisse expliquer à son conjoint pendant que je suis en menstru, j'ai des douleurs. En général, c'est même pas recommandé, c'est pas hygiénique d'avoir des rapports sexuels pendant Mhm, les règles. C'est pas mhm, hygiénique. Ça augmente mhm. les risques d'infection et tout ça. Exact, Donc, exact. l'homme doit être à même de comprendre sa femme pendant cette période que déjà, elle a une baisse de libido parce que Mhm, elle, son souci, c'est comment vite finir avec ça, avec la douleur, avec l'irritabilité. Donc, son cerveau n'est pas focalisé sur l'envie d'avoir une intimité. tout à fait. D'accord? Donc, Mhm, il est important à la femme de mieux expliquer ça à son conjoint et qu'il revient au conjoint de comprendre cela, de mieux comprendre sa femme qui ait cette complicité-là pour éviter des malentendus pendant la période menstruelle. mhm. Que ça ne soit pas du tout un sujet tabou. D'accord. Donc justement, comment l'expliquer en général? Parce que effectivement, je pense que c'est une combinaison, le partenaire qui est attentif ou qui soutient pendant certaines phases, qui va reconnaître certaines phases et au lieu de réagir comme oh c'est des caprices, oh c'est ci, oh c'est ça, c'est vraiment de soutenir, etc. Mais c'est très fréquent, hein, des hommes qui ne comprennent pas le cycle menstruel d'une femme. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, genre pour dire ok, là je suis dans ma période où je vais être plus irritable. Bon, là je suis dans ma période où je suis réglée. Bon, là, je suis dans ma période où j'ai plus de libido, en fait. J'aimerais, en fait, avoir un peu ton input, en fait, en tant que gynéco dessus. Ouais, en fait, c'est à la femme de faire asseoir son homme et de lui expliquer. Déjà, il faut comprendre que les hommes qui sont attentifs connaissent même mieux le cycle de la femme que la femme elle-même. Ça, c'est très vrai. Un homme très attentif connaît mieux Ouais, le cycle de sa femme et quand il constate déjà un certain nombre de faits chez sa femme, il sait que, ouais, ma femme est en menstru, quand elle est exact. en menstru, je remarque telle chose. Mm, Si mm, mm. l'homme ne capte pas cela, c'est à la femme de faire asseoir son homme pour dire, quand je suis souvent en menstru, pendant telle ou telle période de menstru, je ressens des symptômes qui font que je ne sais pas pour peu de choses, je me fâche pour peu de choses, je m'énerve, moi-même, je ne comprends pas. Faut Mhm. pas que tu prennes à tort mes comportements pendant que je suis dans cette phase du cycle. C'est Il peut ça. arriver que tu me dises des choses et que pour un rien du tout, je crie sur toi. Je voudrais que tu me comprennes pendant cette période et que tu m'accompagnes à mieux traverser cette période. C'est à la femme de mieux expliquer ça à son homme pour que l'homme comprenne. Et il faut que Mhm. l'homme fasse preuve de flexibilité, de compréhension pour vraiment mieux. L'homme a un grand rôle à jouer Tout à pendant fait. cette phase pour accompagner sa femme, pour aider sa Mhm. femme. Parce que c'est fréquent de voir des hommes qui s'en foutent pas mal du ressenti de la femme. C'est pas du tout Exact. intéressant. Exact. C'est pas du tout le moment où là, l'homme doit se monter autoritaire. Je suis l'homme, tu dois faire ci. Non. Une femme, par exemple, qui a des règles douloureuses, l'homme ne va pas quand même lui demander, va me faire à manger. C'est à l'homme d'aller dans la cuisine et Ah, de faire ça, à là. manger, de Docteur, faut dire ranger les. ça. Faut dire ça plus fort, pardon. Non, je le dis parce que le foyer, le ménage, c'est pas la didacture, non. C'est un devoir mutuel, on doit pouvoir se comprendre. Parce que lorsque Mhm. l'homme sera malade, la femme donne toute sa vie pour tout faire pour que son mari, son conjoint soit dans de très bonnes conditions, Tout qu'il ne à fait. manque de rien. L'homme Tout doit à fait. pouvoir lui retourner l'ascenseur. Si j'ai Exact. par exemple une femme qui a des règles douloureuses et je sais que elle est en période menstruelle, je vais pas lui demander
de prendre de l'eau, de faire ci, de laver mon enfant, de préparer. Je dois pouvoir compartir. Et ma façon à moi de compartir, c'est de l'aider dans les tâches. C'est ça. Je vais faire les tâches ménagères parce qu'elle n'est pas dans sa forme totale, elle n'est pas dans sa forme optimale pour faire ce qu'elle a l'habitude de faire, ce qu'elle a toujours l'habitude de faire. Donc, je demande une certaine compréhension, une certaine flexibilité des hommes pendant que la femme traverse cette période. Et aussi, l'autre chose, c'est le soutien moral. Parce que tout ce qui traverse la tête de la femme pendant cette période, c'est elle seule qui sait. Elle C'est très seule vrai. qui sait. Mhm. L'homme doit apporter un soutien moral pour que la femme puisse mieux vivre cette période-là. Parce Mhm. que quand ce soutien moral-là n'est pas apporté, la femme peut déverser sa colère sur n'importe qui, même ses enfants, à tout bout de champ. Elle peut casser n'importe quoi parce qu'elle est irritée. C'est parce que Mhm. les hommes ne vivent pas ces symptômes qu'ils ne comprennent pas ce que la femme vit. Donc, le minimum qu'on demande, c'est une certaine compassion et une certaine compréhension. Donc, il revient à la femme d'expliquer son cycle à son homme et il revient à l'homme de faire preuve de compréhension et de flexibilité et d'accompagner la femme pendant cette période. Il en est de même pour la femme qui veut le dire à sa fille, qui Mhm. est amenée à avoir des règles. C'est de Mhm. faire une préparation psychologique Mhm. que toute femme, à partir d'un âge, va commencer par avoir du sang qui va se couler de son Mhm. organe génital. Que ça ne Mhm. lui fasse pas peur, c'est Mhm. quelque chose qui est tout à fait normal, que c'est quelque Mhm. chose qui est tout à fait physiologique et qu'elle va avoir ça durant toute sa vie Mhm. jusqu'à un certain âge. Mhm. Cette préparation psychologique est très importante parce que quand elle n'est pas bien faite ou quand elle n'est pas du tout faite, ça perturbe, ça traumatise certaines Oui, filles qui oui. commencent par voir du sang s'écouler de leur organe Oui, génital c'est externe. traumatisant. Oui. Oui. Mhm. Donc, il est très important que la femme prépare sa fille, qui peut arriver que ces saignements soient accompagnés de légères douleurs, qui peut Mhm. arriver que ces saignements soient accompagnés de troubles d'humeur. La Mhm. fille doit être préparée à ça et s'attendre à cela. Là, ce n'est Oui, plus une surprise pour elle. Et oui, la maman aussi doit apprendre à la fille l'hygiène pendant les règles, qui ça va être oui, très important. très important. L'hygiène de la femme pendant les règles C'est ça, menstruelles. c'est Voilà. ça. Ok, super. Ben, c'est super parce que tu as déjà allé dans la dernière partie, c'est vraiment le cycle menstruel et par rapport à la société et à l'éducation. Ben, justement, je veux rebondir sur ce que tu m'as dit par rapport à comment la maman doit préparer sa fille. À partir de quel âge? Parce que comme je disais, pourquoi j'en parlais? Parce que justement, ben, la dernière fois, je suis au salon de coiffure et puis j'entendais une des clientes qui expliquait que elle, sa fille, a eu ses règles, ou c'est sa nièce, à 9 ans. Et ni elle, ni la maman n'étaient prêtes. Quand la maman lui en a parlé, oui, donc je pense que c'était sa sœur, donc c'était sa nièce, voilà. La maman était surprise aussi. Donc elle se disait, non, j'ai encore le temps, elle a 9 ans, je vais encore commencer à lui en parler autour de 11 ans. Mais donc la mère même s'est fait surprendre. Donc à partir de quel âge est-ce qu'on devrait... Donc moi justement, je me rappelle, j'ai fait la blague, j'ai dit, bon, ma fille a 5 ans, donc peut-être que j'aurais commencé à lui en parler maintenant. Je ne sais pas. Non, c'est trop tôt. Oui, non, c'est ça, mais je veux Alors, dire, pour pas se faire surprendre, on fait comment? Parce que je ne sais pas oui, si elle va être précoce, si tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Alors, ça dépend de l'âge auquel la mère a eu ses premières règles. Ok, D'accord? ok. Si, par exemple, toi, tu as eu tes premières règles à 14 ans, Mhm. tu commences par préparer ta fille déjà à l'âge où tu sens qu'elle commence par appréhender le monde extérieur, à l'âge où elle commence par comprendre que un plus un font 2. D'accord? Ah. C'est-à-dire, déjà à partir de 10 ans, tu peux Mhm, commencer par faire asseoir ta fille. mhm, Même pendant tes propres menstrues, tu lui expliques et quand tu auras tes menstrues, tu lui montres que c'est ça que mhm. tu lui expliquais. C'est des menstrues, c'est l'organisme qui, en termes simples, ce que tu peux dire à ta fille, c'est que l'organisme lave l'intérieur de ton utérus, ou bien c'est le sang. Ce sang est le résultat du nettoyage de l'organisme. D'accord. C'est déjà pour planter le décor. Mhm, D'accord? Et mhm, en fonction, je le dis, je le précise, en fonction de l'âge où toi tu as eu tes premières règles. Si tu as eu tes mhm, premières règles à 10 ans, déjà à mhm. l'âge de 8 ans, ou 8 ans et demi, 9 ans, tu commences par faire asseoir ta fille, qu'il arrivera le moment où tu vas commencer par nettoyer ton organisme et tu auras du sang qui va s'écouler de Mhm. ton organe génital externe, que ça ne te surprend pas. C'est D'accord. l'organisme qui se nettoie. Parce que le cerveau de l'enfant à ce temps n'est pas encore suffisamment à son niveau optimal pour comprendre ce qu'on appelle menstruation, ce qu'on non. Mais quand Tout tu à lui fait. dis déjà que c'est l'organisme qui se nettoie, ah, ça sera bien perçu par l'enfant. Ah, mon Ok. organisme se nettoie. Mon Mhm, organisme libère les déchets qui sont en moi.
ça peut être Mhm. accompagné de douleur. Donc, que ça ne Mhm. t'inquiète pas. Au D'accord. fil des ans, quand la fille va commencer par comprendre un certain nombre de choses, elle va comprendre que, ah, c'est les règles. Et Mhm. en fait, ça ne doit pas être un sujet tabou. Cette éducation doit commencer même avant la préadolescence, mais ça doit varier Mhm. de l'âge où chaque mère a eu ses menstrues. Exactement. Donc, cette préparation, ça va être très importante et c'est comme ça, je pense qu'il faut procéder pour préparer la petite fille qui aura ses règles les années à venir. D'accord. Et est-ce qu'on fait à peu près la même chose pour le petit garçon en lui disant, écoute, quand tu vois ta sœur est irritable, elle veut rien savoir de toi, c'est pas par rapport à toi, mais c'est vraiment une question de, elle est en train de passer par une période naturelle de la vie d'une femme et c'est pour ça qu'elle est irritable et qu'elle veut, etc., etc. Ça peut marcher comme ça aussi? C'est très bien de poser cette question parce que l'éducation ne se base pas seulement sur la petite fille Claire. et le garçon. Mhm, Pourquoi? Parce que le garçon qui n'a pas reçu cette information et qui mhm, voit du sang s'écouler de mhm, l'organe génital de sa sœur, de sa mhm, petite sœur, de sa grande sœur, mhm. va commencer par crier, va paniquer. C'est ça. D'accord? Et va Mhm. penser que lui aussi, il pourrait avoir les mêmes symptômes. C'est Donc, ça. il revient à la mère de faire comprendre en fait que l'homme n'a pas ces mêmes manifestations, non. Que Mhm, le garçon ne soit pas surpris si par moment sa sœur commence par avoir de sang de son mhm, organe génital externe. Deuxième mhm, chose, il ne soit pas surpris qu'à des moments donnés que sa sœur porte des garnitures. mhm. Parce que ça peut lui paraître bizarre. Maman, pourquoi ma sœur porte des garnitures, porte des Mhm, couches, des serviettes hygiéniques? Il faut lui mhm. expliquer que c'est pour accueillir le sang qui provient de l'organe génital pour qu'elle ne se tâche pas. Mais que D'accord. l'homme n'a pas ces manifestations-là, que l'homme, c'est l'homme de la maison, lui, il ne saigne pas, lui, il n'a pas ça, que c'est la jeune fille qui peut Mhm, avoir ça. Il faut lui expliquer, c'est très important. Et le garçon aussi à qui on explique ça doit pouvoir comprendre sa sœur lorsqu'elle est en période de menstru, doit mhm. pouvoir comprendre l'irritabilité de sa sœur, doit C'est pouvoir ça. comprendre que, ah, si pour peu de choses, ma sœur commence par s'énerver, sûrement qu'elle est en règle. Il y a des signes qui ne mentent pas. C'est pour ça que je Exact. disais tantôt, l'homme qui est attentif, c'est quand sa femme est en menstru. Donc, il faut aussi éduquer les enfants, les deux sexes, pour qu'ils comprennent qu'il y a ce phénomène, cet événement qui peut arriver dans la vie de la femme. C'est ça. Et à plus grande échelle aussi, parce que c'est des enfants qui sont appelés à devenir des adultes. Donc, pour Oui, moi, une femme qui connaît mieux son cycle peut mieux gérer sa fertilité. Donc, ça évite oui, les grossesses précoces, ce genre de choses-là, en fait. Parce que ça fait partie même, ça éduque à une bonne sexualité. Ça aide aussi la femme à... Parce que la sexualité de la femme, le cycle menstruel de la femme, en fait, c'est le pouvoir de la femme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, une femme qui connaît son cycle et qui connaît, qui comprend les phases de son corps, en fait, peut mieux gérer sa sexualité et peut savoir et comprend, en fait, son pouvoir, en fait. Mais oui, pour les hommes, un homme qui sait que le cycle menstruel d'une femme, c'est normal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'une femme, c'est un homme qui va avoir plus de compassion, plus de respect, oui. parce que j'ai vu des vidéos, ils ont créé une ceinture qui mimique les douleurs menstruelles Oui, chez des femmes qui oui, vont donner à des hommes. Mais après, la douleur la plus basse, il y en a qui sont couchés, ils ne peuvent plus se relever. Et nous, oui, on fait ça tous les mois pendant c'est toute ça. notre vie. Et donc, Oui, ça force le respect, il y a la compassion, il y a de l'empathie, et ça donne oui, des maris qui soutiennent leurs femmes, qui sont plus attentifs, qui, ben, justement, parce que bon, mon podcast, comme je disais, c'est vraiment basé sur la culture ouest-africaine, et on sait que dans la culture ouest-africaine, oui, les hommes, oui, c'est les hommes de la famille, et ils savent rien, ils touchent rien. En gros, ils sont sur une autre planète, et c'est les femmes qui gèrent tout, en fait, le foyer, oui, etc., oui, etc. Alors que je me dis, un homme qui sait ce par quoi une femme passe, et tout, oui, toute la souffrance, et tout, etc., c'est un meilleur homme, quoi. oui, oui, très présent dans la vie de la femme, oui, oui. Exactement. Parce que cet homme-là peut avoir une fille aussi. Donc, Si, justement, si, qui éduque sa fille, qui aide dans oui, l'éducation de sa fille pour la protéger de certaines choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? oui, si, si. Voilà. Mais justement, pour reparler du fait que les règles sont tabous et les règles font partie du cycle de la femme, les règles aussi sont tabous. Tu vois ce que je veux dire? Je Oui, sais que, par exemple, chez nous, les musulmans, quand on a nos règles, on ne peut pas prier. Et pendant longtemps, moi, comment je l'avais perçu, je pense sûrement dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est parce que oui, les règles sont sales, la femme est quasiment ostracisée. Je sais que chez les Juifs, ça existe encore. Si je me trompe, je m'excuse, mais je pense, et je suis quasiment sûre que ça existe encore, où les femmes, quand elles ont les règles, elles ne doivent rien toucher dans la maison, en fait, parce que justement, c'est sale, c'est trucs et tout. Justement, donc pourquoi, en fait, c'est quelque chose d'encore tabou, les règles? Tu l'as expliqué, docteur, c'est quelque chose de normal que toutes les femmes oui, peuvent vivre. Et c'est quand même
pour procréer. C'est pas parce qu'on a ça, parce qu'on a, c'est un plaisir, c'est Dieu C'est qui nous a ça, créés comme ça exactement, oui. et justement qui nous a confié cette tâche de procréer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi, Oui, en fait, très bien. c'est tabou? Oui, c'est une très belle question. En fait, le tabou autour du cycle menstruel, ça vient des croyances anciennes qui Mhm. associent les règles à l'impureté ou à la honte. C'est À ça. telle enseigne que les femmes en menstrues sont interdites d'avoir accès ou de rentrer dans certaines chambres, de toucher certaines choses ou de participer à certaines activités sociétales parce qu'on te Mhm. dit que dans cette période, tu es impur, tu es sale. C'est Ça ça. ne devrait pas être le cas. Ce qui fait que beaucoup de femmes hésitent encore aujourd'hui à en parler. Beaucoup de Mhm. femmes hésitent même à en parler aux professionnels de la santé à cause de l'éducation et du jugement social tout autour. Exactement. Beaucoup de femmes Exactement. pensent que pendant qu'elles sont en menstrues, qu'elles sont en une période où elles sont sales, elles évitent même d'aborder leur mari parce qu'elles se disent qu'elles sont impures. Or, c'est un truc qui est purement naturel, purement physiologique. Pourquoi Exact. on ne traite pas l'homme qui éjacule de quelque chose d'impur? C'est Exact. purement physiologique, c'est purement normal. C'est un Mhm. phénomène qui est physiologique. Il faut qu'on essaye de déconstruire ces idées ancestrales que nos aïeux ont eues des menstrues. Il faut qu'on essaye de déconstruire ça pour donner la bonne information, la bonne éducation aux enfants pour que ça ne soit pas un tabou. Que chaque Mhm. fois, ça lit de libérer ce qu'elle a sur son cœur. Je suis en période menstruelle, c'est un truc purement physiologique. Sinon, Mhm. c'est considérer la grossesse comme étant une maladie. Non, la grossesse, c'est Exact. physiologique. La Exactement. grossesse, c'est physiologique. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Comme chez nous, les musulmans, la femme, quand elle a ses règles, elle ne peut pas prier. Et avant, moi, comment je le voyais, c'était vraiment, elle n'a pas le droit de prier parce qu'elle est impure, elle est sale, etc., etc. C'est un imam qui m'a expliqué, il dit non, les règles, c'est une grâce de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que regarde ce qui se passe de l'autre côté. Pendant 9 mois, tu es enceinte. Et Dieu Mhm. seul sait ce par quoi une femme passe pendant qu'elle est enceinte. Tu vois ce C'est que je veux ça. dire? Oui. Donc, quand, entre guillemets, tu as cette pause où justement Dieu te protège, c'est pas, tu ne peux pas prier, c'est-à-dire tu peux pas prendre des ablutions, etc., aller te mettre sur une natte de prière, mais tu peux quand même prier. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, comment Oui, pendant oui. longtemps j'avais ce truc, c'est-à-dire tu peux même pas approcher une mosquée. Tu vois, oui, oui. Alors que non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Oui, et ça me fait penser à la dernière fois, je regardais la télé avec mon mari et il y avait une publicité pour les serviettes hygiéniques. oui. Et il me regarde, il me dit, mais moi, je comprends pas, hein. Pourquoi il y a ce besoin-là de faire des publicités pour des serviettes hygiéniques? Vous avez vos règles chaque mois. Vous avez besoin qu'on vous dise, ah oui, voilà ce qu'il faut mettre pour... C'est quoi le but de la publicité, en fait? Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je dis, mais effectivement, sachant que, surtout dans le contexte ouest-africain, justement, parce que c'est encore considéré comme quelque chose de sale, quelque chose d'impur, dans beaucoup de nos cultures, dans beaucoup même de nos maisons, dans nos familles même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de précarité menstruelle, en fait, dans nos cultures-là, en fait. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis en tant que gynéco, en tant que médecin, sur cette précarité menstruelle, en fait. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que mon regard sur la précarité menstruelle est encore une réalité présente de nos jours. On va d'abord définir la précarité menstruelle pour que les gens puissent nous suivre. C'est C'est à en fait. quelque sorte une difficulté, voire une impossibilité pour certaines femmes ou jeunes filles d'accéder à des protections hygiéniques C'est ça. sûres et adaptées Mhm. faute de moyens financiers ou de disponibilité. C'est un problème qui touche en moyenne plusieurs millions de femmes à travers le monde, Tout à y fait. compris même dans des pays développés. Oui. Ça ne concerne pas seulement les règles, mais tout ce qu'elles impliquent, hygiène, santé, Mhm. dignité, éducation, etc. Exact. L'impact direct de la santé sur la vie quotidienne, c'est des risques infectieux Mhm. par l'utilisation prolongée des tissus ou de papier ou de matériaux improvisés. C'est C'est ça. très fréquent en Afrique surtout, tu vois. Mhm. La Mhm. vieille qui transmet à sa fille, ah, moi, quand j'ai mes menstrues, c'est un pagne que j'utilise. Ces Exact. pagnes-là sont transmis de génération en génération. Exact. Right. Tu vois, c'est des choses qu'il faut arrêter. Si Mhm. bien que des femmes conçoivent aujourd'hui, continuent de concevoir aujourd'hui que ce qui est normal, c'est d'utiliser ce pagne parce que ça a une valeur symbolique, ça a une valeur Exact. historique, parce Ouais, qu'elle est transmise de façon générationnelle. Et c'est on ça. prend les garnitures modernes comme étant ce qui est importé par le blanc. Je ne sais pas si tu comprends. Il Oui, faut oui, qu'on je essaie vois. de déconstruire ça. Je Parce que vois très en bien. dehors du risque infectieux,
Mhm. Sur le plan hygiénique aussi, ce n'est Mhm. pas bien. Et Tout ça à fait. peut entraîner beaucoup de maladies parce que Oui. c'est Oui. du sang qui Alors peut oui, à la fin de la journée, c'est transporter. du sang avec des bactéries, Oui, etc. c'est ça, c'est Mais ça. pour accompagner ce que tu dis, docteur, je suis complètement d'accord parce que les garnitures ici, on appelle ça de pink tax en fait, parce que les OK. garnitures coûtent extrêmement cher. Il y a quelques années, c'est une amie qui m'avait fait la remarque parce que j'achetais les rasoirs ben, roses. C'est minimum 5 dollars plus cher que les rasoirs Wow, pour les hommes. Les garnitures, on n'en wow. parle même pas. Donc, moi, je me dis, quelqu'un, effectivement, qui est en train de décider si je vais manger ou payer mon loyer, toi, tes Hmm. garnitures, je veux dire, c'est même pas un sujet pour toi, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si, si, J'allais dire inimaginable, mais donc maintenant, Dieu merci, on a tout ce qui est les culottes menstruelles, les cups, ouais, ouais, ouais. les trucs comme ça, ben justement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont rendues compte que si nous-mêmes, clairement, si nous-mêmes, on ne règle pas notre problème, c'est pas les hommes qui vont se Mhm. relever pour régler nos problèmes. Parce que les C'est serviettes, ça. pour ne pas les nommer, les serviettes les plus populaires que la plupart des femmes utilisent, il y a plein Ouais. de trucs chimiques dedans. Donc, toi, Si, tu prends si, ça pour te protéger, mais en fait, inconsciemment, tu es en train de te créer des futurs cancers, des futurs c'est dérèglements ça, c'est hormonaux, ça. des choses comme ça. Alors que, mais oui, parce que ben, Exactement. un homme qui ne sait pas ce que c'est effectivement d'avoir des règles ne peut pas créer un produit adapté pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, les culottes menstruelles sont plus hygiéniques, Ouais, les ouais. cups sont plus hygiéniques et beaucoup plus. Parce que tu payes ta cup une fois et puis bon, tu n'as pas besoin de la changer pendant un moment et c'est facile d'utilisation, etc., etc. Donc, voilà quoi. Mais moi, ça me. Ouais. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis en tant que gynéco et puis. Oui, quelqu'un qui connaissait notre culture ouest-africaine de cette transmission des pagnes, là, en fait. Donc, voilà. Oui, oui, c'est ça. Et il faut qu'on arrête vraiment avec ça. Après, si les gouvernements peuvent accompagner, peuvent faire quelque chose pour soulager, c'est de rendre ces protections gratuites ou subventionnées dans les écoles, Oui, universités, oui, prisons, centres d'accueil, oui, hôpitaux, sensibiliser la population pour briser le tabou autour des règles et encourager la production locale des protections réutilisables, des c'est serviettes ça. lavables, des culottes menstruelles qu'on peut réutiliser. Tu vois, Exact, tout est possible aujourd'hui. exact, Tout est possible. Tout est exact, possible. Parce que vu le coût exact. là, la femme, si elle doit commencer par réfléchir, parce que c'est un phénomène cyclique qu'elle a tous les mois. Et pour Exact. celles qui ont des cycles courts, qui ont des règles 2 fois dans le mois, ça fait deux Moi, fois plus cher c'est de exactement ça. dépenses. Donc, si C'est- la femme doit réfléchir encore à ça, il arrive. C'est pour ça qu'elle dit que cette précarité, pas forcément en Afrique et même en Europe. Il y a des femmes Oui, qui préfèrent à des moments donnés utiliser du papier hygiénique. exact, Donc, exact. Exact. Parce que c'est un vrai budget. Comme je dis, ben, ouais, moi, j'ai mes règles 2 fois dans le mois parce que c'est des cycles courts. Donc, oui. Mais imagine si c'était une question de survie. Ah oui, je dois manger ou je dois payer mon loyer et je vais utiliser du papier hygiénique ou des sopalins, là. ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, le Oui, calcul, il est vite fait. Je veux dire, on ne va pas réfléchir midi à 14 heures dessus, quoi. Mais bon. oui, c'est ça. En Ouais. fait, la précarité menstruelle, ça ne doit pas être qu'un problème d'hygiène. C'est aussi une question de justice sociale, de Mm, dignité, d'égalité des chances. tout Une à fait. société sera dite juste, d'accord, Mhm. lorsque personne ne doit choisir entre manger et se protéger pendant ses règles. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends Je ne très vais bien. pas réfléchir. Est-ce que les 10 euros que j'ai, je vais peut-être acheter des pommes, des frites ou bien je préfère acheter des serviettes pour mon hygiène. Ça ne doit pas être le Exact. cas. Ça ne devrait même pas être une question, en fait. Donc, voilà. Docteur, on est arrivé vraiment à la fin de notre entrevue. Franchement, merci beaucoup pour tes réponses très claires, d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Je vais te laisser la conclusion. J'aimerais vraiment que si tu as des conseils particuliers à donner aux personnes qui ont des cycles, bon, aux femmes, et si dans tout ce dont on a parlé ou bien tout ce que tu sais sur le cycle menstruel, il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui. Euh, ouais, les idées à déconstruire, c'est quand par exemple on dit que les règles rendent les femmes faibles ou pendant les règles on peut pas faire du sport, on peut pas se laver normalement ou Mm, bien la douleur des règles est une fatalité. mhm, Ou bien les règles, ça rend la femme impure, la femme mhm. est sale pendant les règles. Tout C'est ça, là, ça, c'est des histoires. On a eu le temps déjà de déconstruire ça de long en large. tout à fait. Voilà, mais si j'ai un conseil à donner, c'est que chaque femme puisse savoir écouter son corps, Oui. noter son cycle menstruel, ne pas Mhm. banaliser la douleur lorsqu'elle est intensive ou bien lorsqu'elle saigne beaucoup. C'est ça.
D'accord? Et un Mhm. cycle équilibré est le reflet d'une bonne santé de façon globale. D'accord. Et mon message en général, c'est que comprendre son cycle menstruel, c'est comprendre une partie essentielle du corps de la femme. Mhm. Et cela ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi l'homme. Et Mhm. c'est un pas vers plus d'égalité et plus de respect pour un bien-être. Je pense que les hommes doivent comprendre qu'ils ont une grande part de responsabilité, une grande part d'action qu'on Mhm. attend d'eux lorsque la femme traverse cette période, qui n'est pas Mhm. une période unique, mais qui est une période qu'elle vit pratiquement toute sa vie. Ouais. OK. Merci. Merci. Merci vraiment, docteur de Souza. C'était un plaisir de faire cette émission-là avec toi et vraiment, merci encore pour les conseils. Merci, comme je disais, pour toutes les explications. Donc, pour nos auditeurs, j'espère vraiment c'est quelque chose, même si on n'a pas tout expliqué, j'espère que Oui, c'était un bon début d'explication et que ça poussera tous les auditeurs, hommes comme femmes, à aller continuer les recherches, continuer la oui. conversation, ouvrir les débats. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt sous le baobab et merci encore, docteur de Souza. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut.